Alors je crois que je vais parler moins fort que notre orateur précédent, mais je vais essayer que vous puissiez entendre au fond. Donc moi je vais vous parler d'adaptation d'une espèce végétale, donc le crépis de Nil, au milieu urbain. Et ce que je voudrais faire passer comme idée, c'est que finalement, il se passe plein de choses en milieu urbain, en termes de fonctionnement écologique, qu'on a trop souvent longtemps négligé, et qu'on peut faire plein de parallèles avec le milieu naturel, et il n'y a sans doute pas de raison de les opposer. Il est vrai que classiquement, une ville, ça ressemble plutôt à ça, et le milieu naturel tel que les chercheurs en écologie, par exemple, le conçoivent ou le concevaient, ça ressemble plutôt à ça. Alors en fait, les chercheurs en écologie se sont très peu intéressés au milieu urbain, pour des raisons, à mon avis, assez dogmatiques et plus que de réalité de la science. Dans le même temps, il est vrai que la ville telle qu'elle a été conçue traditionnellement ne laissait pas beaucoup de place à la nature, au moins dans sa conception. Pourtant, il y en a toujours eu de la nature. En fait, si on avait regardé un peu les choses, il s'est toujours passé des processus naturels en ville. Et donc c'est ça que je voudrais un peu... je voudrais essayer de faire des rapprochements entre ces deux types de milieux. Si on regarde par exemple à gauche des photos qui sont plutôt issues du milieu urbain, je crois que ça c'est à Montpellier, et une sorte de milieu naturel tel qu'on peut le voir, naturel anthropisé, mais comme on a partout en Europe, on peut faire des parallèles. D'abord, un aspect qu'on retrouve dans les deux types d'habitats, c'est la fragmentation, certes plus forte en ville, mais la fragmentation, elle existe aussi en milieu naturel, bien sûr. Un autre aspect, la perturbation. Des perturbations en milieu rural, il y en a plein. C'est l'agriculture, c'est les animaux, c'est plein de choses. En ville, il y en a aussi. Certes, encore une fois, plus fort, mais on pourrait dire que qualitativement, c'est la même chose. Et puis, en ville, alors une caractéristique qu'on a en ville, c'est qu'on a en général affaire à des petites populations. Si on prend une espèce sauvage, elle va être représentée dans un nombre d'individus plus faible en général que le milieu naturel. Mais ça nous renvoie à des questions qu'on se pose, par exemple en biologie de la conservation. Comment on maintient des espèces qui ont des petits effectifs? Et finalement, le modèle urbain fournit un modèle d'étude assez intéressant pour ça. Alors là, ces 3 points pour vous dire qu'en fait, les 3 points qu'on vient de mentionner sont en fait au cœur des théories en écologie, c'est-à-dire la fragmentation, la perturbation. Vous voyez ça dans tous les modèles d'écologie pour nous expliquer comment les espèces vont se maintenir dans un écosystème, comment elles peuvent coexister. Et puis la question des petites populations, alors là, est une question plus appliquée qui est au cœur de la question de la biologie de la conservation, comment maintenir des processus, comment maintenir des populations viables avec des effectifs petits. Donc le modèle que je vais vous présenter, sur lequel on travaille à Montpellier et qu'on suit depuis 2004, vous le connaissez, donc c'est les arbres d'alignement et évidemment la flore qui pousse au pied. Moi je ne m'intéresse pas aux arbres, j'en suis désolé, mais je m'intéresse aux petites plantes qu'on n'a jamais amenées et qui pourtant sont là. Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que d'abord, on l'a dit un petit peu dans les exposés précédents, c'est un modèle très simple où je peux définir l'habitat favorable et l'habitat défavorable de manière caricaturale, sans me tromper, ce qui n'est pas évident en milieu naturel. On sait que ça existe, on sait qu'il y a des habitats favorables à certaines espèces et pas à d'autres, mais le définir, c'est un défi. Voilà. C'est par ailleurs un modèle spatialisé très simple à suivre. On peut marquer individuellement les patchs, c'est ce qu'on a fait à Montpellier par exemple, et on est capable de revenir d'année en année sur ces mêmes patchs et avoir des inventaires exhaustifs de ce qui s'y passe. Alors je vous montrerai des données qui montrent aussi que ces populations ont des turnovers, ces petites plantes ont des turnovers rapides de leur population, c'est-à-dire qu'on les voit très souvent disparaître d'un patch, réapparaître dans le patch à côté, etc. Et évidemment, pour un chercheur en écologie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des parallèles avec... Quand on fait des modèles en écologie, on aime bien ça, on considère des choses comme ça. On sait très bien que la nature, elle n'est pas comme ça. Sauf qu'en ville, elle est pas comme ça. Donc, autrement dit, c'est un passage à la théorie, du modèle à la théorie, qui est beaucoup plus simple. Et donc, le modèle qui semble s'appliquer assez facilement sur ces pieds d'arbres, c'est le modèle qui fait appel à la théorie des métapopulations, qui nous explique qu'une espèce, à l'échelle régionale, se maintient par des jeux d'extinction et de colonisation, c'est-à-dire que l'espèce peut disparaître localement d'une station, mais elle va se retrouver ailleurs, et donc
finalement, ce qui est important, ce n'est pas la station en tant que telle, c'est l'ensemble des stations dans lesquelles on va avoir des populations qui s'allument et qui s'éteignent. Alors, à Montpellier, sur ces trottoirs, dans ces pieds d'arbres, on peut trouver une centaine d'espèces, ou un peu plus, ça dépend des relevés, des années. Là, je vous ai présenté les 7 plus fréquentes, qui sont en fait des espèces assez majoritairement annuelles. Hein. Je crois que là, on a que des annuels, sauf le... Non, on a que des annuels. Dans la liste, il y a quelques vivaces, mais la majorité sont des annuels, qui sont des sortes de banalités, hein, des plantes, des adventices des cultures qu'on va trouver autour de Montpellier, etc. Alors je vous disais que c'est des systèmes qui sont très dynamiques, et quand on fait les suivis d'une année T à l'année T plus 1, on peut observer effectivement que certains patchs se sont éteints et que d'autres ont été colonisés. Par exemple, je vous donne des chiffres ici sur 2 sites de la ville. Sur 96 patchs, par exemple, en 2005-2006, on a observé 9 colonisations, 9 événements de colonisation et 9 extinctions. Sur un autre site, 26 colonisations, 12 extinctions. Donc on voit que ça bouge. À partir de ça, on a modélisé, je vais faire l'histoire courte, on a modélisé le fonctionnement de ces populations en termes de méthode de population, et on peut montrer que, effectivement, si je regarde un patch, il a d'autant plus de chances d'être colonisé qu'il est bien connecté aux autres. C'est-à-dire que si j'ai des voisins, oui, si j'ai des patchs qui sont occupés, et un patch vide au milieu, il aura de bonnes chances d'être colonisé. Au contraire, s'il est très isolé, il aura peu de chances d'être colonisé. Et de même, l'extinction des patchs a tendance à diminuer avec cette bonne connectivité. Ce qui effectivement plaide en faveur d'une sorte de transverse, mais on pourra, d'effet de corridor de ces patchs-là, mais on pourra revenir sur la discussion. Le problème n'est pas aussi simple que ça. Alors, donc, l'intérêt de ce système, effectivement, c'est qu'on peut, étudier les processus écologiques qui se passent dans les petites populations, et ça nous renseigne d'une manière générale sur ce qui doit arriver quand les effectifs sont faibles. Par exemple, une étude qu'on avait menée sur cette espèce Crépis sanca, qui est une petite astéracée annuelle méditerranéenne, c'était de regarder comment la pollinisation se faisait dans les patchs. Alors c'est une espèce qui est majoritairement allogame et qui donc a besoin de pollinisateurs, des abeilles en général, pour se reproduire. Et dans un dispositif standardisé, on a montré qu'en fait, le nombre de plantes par patch nous renseignait très bien sur l'attraction du patch pour les pollinisateurs. Et si on avait un dispositif standardisé où on comptait les abeilles qui passaient en un quart d'heure, et vous voyez que plus il y a de monde dans le patch, plus on attire des pollinisateurs. Et ceci se traduit par une plutôt bonne reproduction dans les patchs bien fournis et une très mauvaise reproduction dans les patchs à effectif faible. Mais ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est, au-delà de ces phénomènes écologiques, on peut aussi voir la ville comme une sorte de laboratoire d'évolution. C'est-à-dire, on peut essayer de réfléchir à ce qui a pu se passer, puisque finalement ces espèces, elles viennent de l'extérieur. La ville, la construction des villes est récente par rapport à nos espèces. Et donc, on peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé consécutivement à la colonisation des espèces dans la ville? Est-ce qu'on a affaire à des phénomènes d'adaptation qui seraient nécessairement récents sur les traits des espèces? Et notamment, une chose que je vais vous présenter maintenant et à laquelle je me suis intéressé, c'est est-ce que ça a pu modifier, par exemple, des traits de dispersion des graines? Alors, pour cela, on prend notre modèle Crépis qui se trouve être un modèle assez simple pour étudier cette dispersion, parce que, comme beaucoup d'astéracées, elle possède un hétéromorphisme de ses graines, c'est-à-dire que chaque individu est capable de produire des grosses graines comme ça, et des petites graines. Si vous prenez un capitule à maturité, vous avez les grosses graines qui sont autour du capitule, et les petites graines, qui sont libres, qui sont au centre du capitule. Donc ça, voilà, ça nous permet d'appréhender la dispersion de manière assez simple. Il suffit finalement de calculer un ratio, quelle est la proportion de grosses graines et de petites graines, pour avoir une idée de l'aptitude de la plante à disperser. Et on sait, par des études précédentes, que ce ratio peut varier entre individus de 0% à environ 30% de grosses graines. Et on sait aussi par des études précédentes que ce ratio a une composante héritable, c'est-à-dire que, grosso modo, quand une plante fait beaucoup de grosses graines, elle aura des descendants qui auront tendance à faire beaucoup de grosses graines aussi.
Alors on avait étudié par le passé les caractéristiques de ces akènes, et on sait qu'ils ont des aptitudes à la dispersion par le vent très contrastées. Ça se mesure comment? On fait en général des mesures en conditions standards, c'est-à-dire en conditions de turbulence calme, sans turbulence je veux dire, et on mesure la vitesse de chute des types d'akènes. On voit, c'est assez trivial mais encore fallait-il le mesurer, que les petits akènes ont des vitesses de chute très faibles comparées aux gros akènes, et évidemment on comprend que le vent aura une prise bien plus forte sur ces akènes-là que sur ceux-là. Ces deux akènes n'ont pas de dormance particulière, c'est des graines qui, placées en conditions favorables de germination, vont germer. Donc, ce système nous fournit finalement une mesure individuelle de la dispersion avec le ratio, et il suffit de compter ces deux types de graines pour avoir une mesure individuelle du trait. Petite note pour généraliser, en fait l'hétéromorphisme chez les plantes, ça existe beaucoup. Ça existe chez les astéracées, comme je vous l'ai dit, mais ça existe aussi chez les Chenopodiacées, chez un certain nombre d'espèces. 18 familles d'angiospermes connaissent ça, donc c'est quand même un trait assez général. Alors notons que l'hétéromorphisme chez les composés, c'était une question très ancienne, parce que Darwin lui-même, dans son livre L'origine des espèces, en parle, et donc il parle de cette différence. Alors il dit, tout le monde connaît la différence entre les composés de type pâquerette, là, avec les deux types de fleurs, ou les composés de type pissenlit, on va dire. Mais il se pose la question il dit, au sujet de la différence entre les deux types de graines, qui ne sont pas nécessairement corrélés avec les différences de types de fleurs, il pense que il ne voit pas l'intérêt, et il dit « It's impossible to that they can be in any way advantageous for the plants ». Donc il n'y avait pas d'explication à ça. Alors nous, à Montpellier, qu'est-ce qu'on a finalement? On a, à très petite échelle, des populations qui sont de ce type-là en milieu rural, ça c'est pris à 30 km de Montpellier, donc des énormes populations de crépices, 200 000 individus par hectare, et des petites populations très très fragmentées, comme je vous ai présenté, en milieu urbain. À partir de ça, quelle hypothèse simple on peut faire? On est dans un cas de dispersion passive par le vent, et il est assez facile d'imaginer que si on a une plante qui pousse dans un habitat tout favorable, ici en vert, et qu'elle jette ses graines partout dans cet habitat, les graines auront un succès, un bon succès, disons, puisqu'elles trouveront de l'habitat favorable. Si jamais par un processus de fragmentation, je diminue cet habitat favorable, ici les petits carrés en vert. Il est facile de comprendre, et je peux continuer le processus de fragmentation, il est facile de comprendre que là, avec un habitat qui est moitié moins dense, j'ai une chance sur 2 que mes graines tombent dans des bons habitats, et réciproquement une chance sur 3 si je diminue encore la proportion d'habitat favorable. Alors à partir de ça, on peut faire une prédiction très simple. Dans les populations rurales, les deux types d'acènes, les gros et les petits, vont contribuer au succès de la plante, mais en ville, très probablement, les gros akènes vont contribuer au succès de cette plante, mais pas les petits, ou du moins beaucoup moins les petits. Et donc la prédiction voilà, qu'on peut écrire, c'est que si je mesure les ratios dans les populations de campagne et de ville, je pourrais m'attendre, c'est le raisonnement qui me dit, à ce que la proportion de grosses graines, ici mon ratio c'est ma proportion de grosses graines, ait tendance à augmenter. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors juste pour faire un lien avec ce qui peut se passer en milieu naturel, ce que je raconte là, c'est pas du tout spécifique à la ville. Et dans les milieux naturels, on a exactement ce genre de processus. Quand vous avez une trouée de forêt, un chablis dans une forêt, ça fait une trouée qui est favorable aux plantes annuelles, toute la matrice est non favorable. Donc on est aussi dans une logique d'habitat très fragmenté pour l'espèce annuelle. C'est évidemment la même chose pour les îles océaniques et éventuellement pour les épiphytes. Donc ce que je vais vous présenter rapidement ici, c'est des études qu'on a menées sur ce système, qui ont consisté d'abord à quantifier le coût à disperser en milieu urbain. On dit, le raisonnement nous dit, ça doit coûter cher de disperser ces graines. Mais qu'en est-il? Mesurons-le. Ensuite, on a regardé s'il y avait effectivement une différenciation génétique des populations entre nos populations rurales et nos populations urbaines, juste en comparant finalement le ratio des populations urbaines
au ratio des populations continues en environnement commun pour éviter tout effet confondant. Et enfin, on s'est intéressé à essayer de valider ce scénario en se disant, s'il y a une différence et si c'est coûteux de disperser, est-ce qu'on peut relier tout ça et construire un scénario d'évolution cohérent? Et notamment, s'il y a une différence, combien il faut de générations pour que ça ait eu lieu? Si on trouve 100 000, il y a un problème, compte tenu du fait que les villes sont récentes. Alors, concernant le premier point, la manip de mesure du coût à disperser a consisté à construire des patchs, des faux patchs, disons, des données de surface, dans lesquels on a mis des plantes et on a mesuré le ratio des grosses graines sur les plantes avant qu'elles dispersent, et ensuite on récupérait ce qui tombait sur la surface. Alors on avait mis une sorte de surface gluante pour qu'une fois que les graines tombent, elles restent accrochées. Et donc par une règle de 3 toute simple, on en déduit, en comparant le ratio avant dispersion et après dispersion, on déduit les akènes qui sont sortis du patch. Et donc là, ici, le coût à la dispersion pour les akènes, pour les petits akènes, là, les akènes centraux, c'est les petits akènes, les dispersants, est évalué comme la probabilité pour rester de quitter ou de rester dans le patch relativement aux gros akènes. Alors quand on fait ça, bon, donc on a mesuré plein d'akènes à la surface du patch, et on voit qu'on a un ratio de l'ordre de 15% dans cette population-là avant la dispersion, qui se transforme en un ratio de l'ordre de 30% après ce qu'on retrouve sur le patch. Donc on en déduit de manière assez simple que la probabilité de rester pour un akène central est de l'ordre de 45% quand il est de 100% pour le gros akène. Donc la conclusion, c'est qu'on a un fort coût à la dispersion en milieu urbain, mais notez qu'il n'est pas non plus de 100%. Peut-être que ça valait le coup de faire de la mesure, parce que intuitivement, on aurait pu penser que le coût était plus fort que ça. Il est de l'ordre de 1,5. Alors ensuite, on a comparé nos populations pour voir si elles étaient les mêmes, urbain et rural. Donc pour ça, on a pris des populations, on a pris 7 urbaines. Une population pour nous, c'est une rue, ça fonctionne l'alignement. Et puis 4 populations non fragmentées, dont une urbaine, parce que ça nous permettait un contrôle, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans la ville de Montpellier, par exemple, un vignoble, c'était le cas, donc une grande population non fragmentée qui abrite cette espèce. Donc si notre raisonnement est bon, il n'y a pas de raison que cette espèce ait changé son taux de dispersion comme on le suppose sur les alignements d'arbres. Alors voilà, les plantes sont cultivées dans les serres, on les fait polliniser par des tourdons commerciaux qu'on peut acheter dans une entreprise du sud de la France. Et après, on mesure le ratio comme ça, à la fin de ces plantes. Alors le résultat montre, ici vous avez sur l'axe des X, les populations non fragmentées et les populations fragmentées urbaines, et ici la proportion d'acènes non dispersants. Ce qui saute aux yeux évidemment, c'est que les populations fragmentées urbaines ont tendance à avoir un ratio de grosses graines plus fort, de l'ordre de 5%, que les populations non fragmentées. De manière intéressante, la population urbaine qu'on avait continue, la population non fragmentée urbaine, se place parmi les non fragmentées, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, on a montré que ça coûtait cher de disperser en ville, on a montré que les populations urbaines n'étaient pas tout à fait les mêmes que les populations rurales sur le plan du ratio de dispersion. Essayons de rapprocher les bouts. Alors comment on fait ça? Si on prend une population naturelle, par exemple, une population rurale, je veux dire, et qu'on compte, on regarde la distribution des ratios, on voit qu'on a peu de plantes qui font des ratios très faibles, beaucoup qui font un ratio moyen, et puis peu de plantes qui font des ratios très forts. Classique, voilà. Si je me dis quel est le succès de ces plantes, intuitivement, on comprend bien que quand ces plantes vont arriver en ville, les plantes qui font peu de grosses graines, elles font des petites, donc elles vont en perdre la moitié à chaque fois qu'elles se reproduisent. On va avoir un faible nombre de descendants, alors que celles qui font beaucoup de grosses graines, elles vont avoir un plus grand nombre de descendants. Et en fait, c'est assez facile de le calculer. C'est quoi le nombre de descendants? C'est le nombre de grosses graines qui, elles, sont sûres de rester dans le patch, plus le nombre de petites graines qui restent dans le patch. C'est-à-dire fois leur probabilité de rester dans le patch. Donc voilà. Alors après, avec des équations compliquées dont on ne va pas détailler, l'idée c'est qu'en partant d'une population rurale,
le milieu fragmenté va avoir tendance à sélectionner les plantes qui ont un ratio plus fort. Ça, c'est le processus de sélection qu'on estime par notre coût à la dispersion. Et ensuite, comme on sait que c'est héritable, alors on a une formule magique là, qui nous vient de ça s'appelle l'équation du sélectionneur, qui nous vient de l'amélioration des plantes ou des animaux d'ailleurs en agronomie, et qui nous dit, bah voilà, voilà de combien je dois changer si j'applique, si la sélection est de ce type-là et que mon trait est héritable. On comprend bien que si le trait n'est pas héritable du tout, on peut toujours choisir les plantes qui font beaucoup de grosses graines, comme leurs descendants ne font pas plus de grosses graines ou de petites graines, ça ne changera rien. Et donc à partir de ça, on peut faire une sorte d'abac dans lequel je peux calculer de combien mon ratio il a augmenté en fonction du coût à disperser, du coût à disperser pour les petits laquettes centraux, là, rappelez-vous, c'est est-ce que je sors du patch ou est-ce que je reste dans le patch. Et puis je peux faire ça pour, là je l'ai fait pour 2 générations, pour 5 générations ou pour 12 générations. Voilà. Je vais faire pour d'autres, non, voilà. Et si je calque mes valeurs trouvées ici, je vous rappelle que le changement observé était de l'ordre de 4,5% et 5% entre mes populations rurales et mes populations urbaines, donc je suis à peu près là. Je vous rappelle aussi que la probabilité le coût à disperser, là, c'était de l'ordre de 0,45. Donc je suis à peu près là. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Qu'il me faut à peu près 12 générations de vie en milieu urbain pour observer la différence que j'ai observée. Donc en fait, ce travail montre qu'en fait, ça évolue très vite et que le milieu urbain a eu un impact majeur sur un trait important qui est la dispersion des graines. Alors, si on résume rapidement les points qu'on a abordés, donc il y a effectivement un coût à la dispersion au milieu urbain. Grâce au fait que le trait est héritable, etc., on peut prédire que la réponse à la sélection doit être rapide, et les patrons de dispersion qu'on a observés sont cohérents, disons, avec 5 à 12 générations de sélection en ville. Au passage, on peut comparer cette valeur à ce qu'on sait de l'âge des rues, par exemple, puisqu'on a un historique de la construction de ces patchs, et donc on voit que c'est en dessous. Donc c'est rassurant, parce que si on avait trouvé que c'était plus vieux. Et donc, que montre cette étude finalement? Elle démontre qu'on a un processus naturel qui s'est produit en milieu urbain, indépendamment de toute intervention de gestion ou Et au passage, on fournit une réponse à la question que se posait Darwin. Un élément de réponse, c'est que finalement on a identifié un facteur majeur qui influençait la proportion du gros akène, c'est le coût à la dispersion, et on l'a démontré grâce au milieu urbain. Alors ça, c'est pas la question que je me suis posée, c'est une question qu'on se pose de manière assez ancienne en écologie, et dans les années 60, quelqu'un comme Sherwin Carquist avait regardé les patrons les formes de graines sur les îles, et il avait vu aussi, il avait vu par des approches corrélatives que sur les îles, les îles océaniques, on avait tendance à avoir des structures de dispersion réduites. Pas forcément des grosses graines et des petites graines, mais ça peut être par exemple des papus qui se réduisent. Et donc en fait, que nous apporte le milieu urbain dans ce système-là, et là c'est là que je trouve que ce point est important, c'est que c'est un milieu extrême dans lequel on va finalement accélérer les processus. C'est un milieu simple et géométrique, ce qui fait que la quantification des processus est finalement assez simple. Aïe, je me dépêche. Et tu m'as coupé dans mon élan. Donc voilà, donc on a souvent l'idée que aborder la question de la biodiversité en ville, c'est compliqué. Moi j'ai l'impression que c'est presque plus simple qu'en milieu naturel, et que ça donne au contraire des éléments intéressants pour réfléchir à l'écologie d'une manière générale. Et je pense que d'une certaine manière, le modèle des pieds d'arbres est généralisable. Il fournit un habitat commun à plein de villes. C'est pas si commun, si j'ose dire, d'avoir des habitats écologiques communs dans les différentes régions du monde. Alors, toute la question repose évidemment sur quel type de nature on veut en ville. Est-ce qu'on veut du vert ou est-ce qu'on veut des processus naturels? Bon, vous aurez compris ma préférence, mais... je voudrais remercier, pour finir, donc les étudiants qui ont travaillé sur cette question, Amélie Cantarel, Aude Caru, Antoine Dornier et Soraya Ruifel. Les financements, donc le ministère de la Recherche qui a permis de démarrer cette recherche en 2004, le programme ANR Travers qui a déjà été cité
précédemment qui nous a permis de continuer à travailler, et la ville de Montpellier qui nous permet de travailler là-dessus en acceptant de ne pas intervenir sur les quais d'arbres. Voilà, je vous remercie.